26. Comment fonctionnent les étoiles du Sud sur une Terre plane? La Terre est un plan plat et immobile sur lequel le Soleil, la Lune et les étoiles tournent au-dessus et autour de nous, comme vous le constaterez tous les jours. Le pôle Nord est le point central du monopôle magnétique et Polaris, l'étoile du pôle Nord, est située directement au-dessus. Polaris est la seule étoile immobile du ciel, toutes les autres constellations décrivant des cercles parfaitement au-dessus de la Terre chaque nuit. Les planètes, appelées étoiles errantes par les anciens, ont été nommées ainsi parce qu'on les a observées à l'époque comme nous pouvons le faire aujourd'hui, errer dans les cieux en suivant leur propre schéma spirographique unique et en effectuant des mouvements avant et arrière au-dessus et autour de la Terre au cours de leur cycle. Quant aux étoiles fixes, elles ont été nommées ainsi parce qu'on les a observées à l'époque comme on peut le faire aujourd'hui, restées figées dans leur constellation nuit après nuit, année après année, siècle après siècle, sans jamais changer leur position relative. Si la Terre était vraiment une boule spatiale qui bascule, oscille et tourne, comme le proclament la NASA et l'astronomie moderne, tournant à 1600 km/h sur son axe, tournant à plus de 100 000 km/h autour du Soleil, le chassant à 850 km/h dans la galaxie et filant à plusieurs millions de kilomètres-heure à travers l'univers, les étoiles ne seraient jamais les mêmes 2 nuits de suite, et encore moins fixées exactement dans les mêmes constellations pendant des milliers et des milliers d'années. En réalité, la Terre et Polaris ne bougent pas, alors que tout le reste du ciel tourne autour de la Terre et de Polaris, d'est en ouest, comme dans un dôme de planétarium. Cependant, notre planétarium terrestre est si vaste que la perspective ne permet pas à un observateur de voir toutes les étoiles simultanément à partir d'un seul point d'observation. Nous pouvons voir Polaris, la Grande Ourse, la Petite Ourse et d'autres constellations septentrionales de tous les points situés au nord de l'équateur, mais à l'inverse, nous ne pouvons pas voir l'étoile du pôle sud Sigma Octantis, la Croix du Sud ou d'autres constellations extérieures de tous les points situés au sud de l'équateur, parce qu'elles balaient toutes un grand arc méridional depuis leur lever le soir jusqu'à leur coucher le matin. Face au nord, les étoiles tournent dans le sens inverse des aiguilles d'une montre, de droite à gauche. Face au sud, elle tourne dans le sens des aiguilles d'une montre de gauche à droite. Face à l'est, elle se lève devant et se couche derrière, tandis que face à l'ouest, elle se lève derrière et se couche devant. Leurs mouvements apparents, leur angle et leur inclinaison changent donc en fonction de l'endroit où l'on se trouve sur Terre et de la direction à laquelle on fait face, mais leur mouvement réel est toujours d'est en ouest. Une autre chose est certaine. Depuis l'équateur, l'étoile polaire nord et les constellations de la Grande Ourse, de la Petite Ourse et bien d'autres peuvent être vues simultanément de tous les méridiens. Alors qu'au sud, depuis l'équateur, ni la soi-disant étoile polaire sud, ni la remarquable constellation de la Croix du Sud ne peuvent être vues simultanément de tous les méridiens. Ce qui montre que toutes les constellations du sud, étoiles polaires incluses, balaient un grand arc méridional et traversent le méridien, depuis leur lever le soir jusqu'à leur coucher le matin. Mais si la Terre est un globe, Sigma Octantis, une étoile polaire sud, et la Croix du Sud, une constellation circumpolaire sud, elles seraient toutes visibles en même temps à partir de chaque longitude sur la même latitude, comme c'est le cas pour l'étoile polaire nord et les constellations circumpolaires nord. Or, ce n'est pas le cas. Citation de Samuel Robotham, Zététique Astronomie Earth Not a Globe. 27. Comment fonctionnent les marées sur une Terre plane? Sir Isaac Newton a théorisé, et il est maintenant communément enseigné et cru que les marées océaniques de la Terre sont causées par l'attraction gravitationnelle de la Lune. La gravité de la Lune générerait ce que l'on appelle la force de marée, qui fait gonfler la Terre et son eau, non seulement du côté le plus proche de la Lune, mais aussi du côté le plus éloigné de la Lune. Toutefois, selon leurs propres calculs et prédictions, si la Lune n'a qu'un diamètre de 3476 km et la Terre de 12 875 km, il s'ensuit que la Terre est 87 fois plus massive et que, par conséquent, l'objet le plus grand devrait attirer l'objet le plus petit et non l'inverse. Les héliocentristes affirment que c'est la gravité supérieure de la Terre qui maintient la Lune en orbite et qu'il est donc impossible que la gravité bien moindre de la Lune l'emporte sur celle de la Terre au niveau de la mer, où son attraction gravitationnelle l'emporterait encore plus sur celle de la Lune. Si l'attraction de la Lune est suffisante pour soulever l'eau des océans, ne serait-ce qu'un centimètre des profondeurs où l'attraction gravitationnelle de la Terre est exponentiellement plus forte, alors rien dans la théorie de la gravité n'empêche l'eau de continuer à être attirée jusqu'à la Lune.
De plus, la vitesse et la trajectoire de la Lune sont uniformes et devraient donc exercer une influence uniforme sur les marées terrestres, alors qu'en réalité, les marées terrestres varient considérablement. À Port-Natal, Afrique du Sud, par exemple, la montée et la descente ne sont que de 1,8 m, alors qu'à Beira, Mozambique, 965 km plus haut sur la côte, la montée et la descente sont de 8 mètres. De plus, si la gravité de la Lune générait réellement une force de marée faisant gonfler la Terre et ses eaux, tous les lacs, marais, étangs et autres eaux intérieures du monde seraient affectés de la même manière et auraient également des marées. Ces problèmes, et d'autres encore, ont amené Isaac Newton à admettre ouvertement que son explication des marées était la partie la moins satisfaisante de sa théorie de la gravitation. Ainsi, nous avons été amenés, par la seule force de l'évidence, à la conclusion que les marées de la mer ne proviennent pas de l'attraction de la Lune, mais simplement de la montée et de la descente de la Terre flottante dans les eaux du grand abîme. Le calme qui règne au fond des grandes mers ne serait pas possible si les eaux étaient alternativement soulevées par la Lune et abaissées par la Terre. Si l'on garde à l'esprit le fait que l'atmosphère exerce une pression continue sur la Terre, et si l'on associe cela au fait que la Terre est un vaste plan étendu sur les eaux, on comprendra qu'elle doit nécessairement fluctuer légèrement ou s'élever et s'abaisser lentement dans l'eau. Lorsque sous l'action de l'atmosphère, la Terre s'abaisse lentement, l'eau se déplace vers le rivage qui recule et produit la marée montante. Et lorsque, par la réaction du milieu océanique résistant, la Terre s'élève graduellement, les yeux se retirent et la marée descendante se produit. Telle est la cause générale des marées. Les particularités observables peuvent être attribuées à la réaction des chenaux, des baies, des promontoires et d'autres causes locales. Citation de Samuel Rowbotham, Zététique Astronomie, Earth Not a Globe. La hauteur des marées varie considérablement, principalement en raison des différentes configurations des terres adjacentes. À Chepstow, Pays de Galles, elle s'élève à 18 mètres, à Portishead, Angleterre, à 15, tandis que dans la baie de Dublin, Irlande, elle n'est que de 3,6 mètres, et à Wexford, en Irlande, de 1,5 mètre seulement. Le mouvement d'un niveau à bulles, même lorsqu'il est fixé de la manière la plus stable possible, montre que la Terre elle-même a un léger mouvement de tremblement, et l'oscillation d'un navire au mouillage pendant le jour le plus calme de l'été montre que la mer a une fluctuation. Il est possible que ce soit la pression atmosphérique sur les eaux des grandes profondeurs, et peut-être même que la Lune elle-même, comme l'a suggéré le Dr Rowbotham, peut influencer l'atmosphère en augmentant ou en diminuant sa pression barométrique et indirectement la montée et la descente de la Terre dans les eaux. David Wardlaw Scott, Terra Firma. Les marées sont clairement le produit des eaux océaniques interconnectées et non des autres eaux de la Terre, et sont donc causées soit par une fluctuation naturelle de la Terre reposant sur les grandes profondeurs, comme l'affirment les auteurs cités ci-dessus et d'autres auteurs du XIXe siècle, soit, si l'on se fie aux récits explorateurs plus anciens, par une possibilité encore plus fascinante. De nombreuses cultures à travers l'histoire ont rapporté qu'il existe au pôle Nord une grande montagne de pierres de Loden, entourée d'un énorme tourbillon qui serait à l'origine des marées terrestres. Ce courant marin inverserait la direction toutes les 6 heures, aspirant et repoussant alternativement les eaux de l'océan comme le souffle de Gaïa, au centre du nombril de la Terre, qui inspire et expire 2 fois par jour. Si c'est vrai, cela explique la régularité des marées hautes et basses mieux que toute autre théorie proposée. D'anciennes légendes nordiques affirment qu'un gigantesque tourbillon violent connu sous le nom de Vergelmir, ou le puits du monde, entoure la montagne polaire et, par le biais de cycles quotidiens de 4 fois 6 heures de poussée et de traction à travers les canaux souterrains, provoque les marées montantes et descendantes de la Terre. On trouve des traces historiques de ce gouffre profond dès le 8e siècle après Jésus-Christ, lorsque Paulus Diaconus, ou Paul de Diacre, écrivit dans son Historia Langobardorum que, non loin du rivage, là où l'océan s'étend sans limite, se trouve ce gouffre très profond que l'on appelle communément le nombril de l'océan. On dit que, 2 fois par jour, il aspire les vagues et les rejette comme il est prouvé que cela se produit le long de toutes les côtes, où les vagues s'engouffrent et repartent avec une rapidité effrayante. Par le tourbillon dont nous avons parlé, on affirme que les navires sont souvent entraînés avec une telle rapidité qu'ils ressemblent à un vol de flèches dans l'air et qu'ils se perdent parfois dans le gouffre avec une destruction très effrayante. Souvent, alors qu'ils sont sur le point de couler, ils sont ramenés par un choc soudain des vagues et ils sont renvoyés de là avec la même rapidité qu'ils ont été attirés.
En 1035, l'explorateur Adam de Brême a raconté sa rencontre mortelle avec ce gouffre abyssal dans son livre Gesta Amaburgensis Ecclesiae Pontificum. Ils tombèrent soudain dans le brouillard obscur de l'océan qui les engourdissait et qu'on pouvait à peine pénétrer avec les yeux. Et voici que le courant de l'océan fluctuant retournait en tourbillonnant vers sa mystérieuse source et entraînait avec une furieuse impétuosité les malheureux marins qui, dans leur désespoir, ne pensaient plus qu'à la mort dans le chaos. Il s'agit, dit-on, du gouffre abyssal, cette profondeur dans laquelle on rapporte que tout le reflux de la mer, qui semble diminuer, est absorbé et à son tour revomi, comme on décrit habituellement la fluctuation croissante. Alors que les partenaires imploraient la miséricorde de Dieu pour qu'il accueille leur âme, la poussée de la mer vers l'arrière emporta certains de leurs navires, mais son éjection vers l'avant jeta les autres loin derrière eux. Ainsi libérés par l'aide opportune de Dieu du péril instantané qu'ils avaient sous les yeux, ils secondèrent le flot en ramant de toute leur force. Giraldus Cambrensis, ou Gérald de Galles, archidiacre de Brecon et greffier du roi Henri II, a écrit dans son ouvrage de 1188, Topographia Hibernica, que, non loin des îles vers le nord, il y a un étonnant tourbillon dans la mer vers lequel les vagues se dirigent de toutes parts, jusqu'à ce que, se déversant dans les recoins secrets de la nature, elles soient englouties, pour ainsi dire, dans l'abîme. Si un navire passe par hasard dans cette direction, il est happé par la force des vagues et aspiré par le tourbillon sans possibilité de s'échapper. Il y a 4 de ces tourbillons dans l'océan décrits par les philosophes comme existant dans les 4 différents quartiers du monde, d'où la conjoncture que les courants de la mer, ainsi que les vents, sont régulés par des principes fixes. Le tourbillon est également mentionné dans un autre ouvrage de la fin du XIIe siècle, Historia Norwegiae, où l'auteur, un moine norvégien anonyme, donne une description particulièrement détaillée. On y trouve le plus grand de tous les tourbillons qui engloutit les navires les plus solides, les aspirant à marée descendante et rejetant leurs fragments avec une éructation à marée montante. Il y a un gouffre très profond dans la terre elle-même et, à côté des cavernes à gueule ouverte contenant des vents qui, dit-on, sont produits par la respiration de l'eau et qui sont le souffle des coups de vent. En effet, par leur respiration, ces vents attirent à eux les eaux de la mer à travers des paysages cachés dans la terre. Ils les enferment dans la voûte de l'abîme, puis, par la même force, les chassent à nouveau, provoquant des ondes marines, des vagues et un tourbillon de trombes d'eau. Il y a aussi des tremblements de terre, des décharges de vapeur et des incendies, car lorsque le souffle des vents retenu dans les joues de la terre s'efforce d'éclater, il ébranle les fondements du monde avec un mugissement épouvantable et le fait trembler. Ainsi, lorsque le souffle des vents lutte avec le feu de l'intérieur de la terre, même au milieu de l'océan, les profondeurs se fissurent et l'on voit émerger des émanations fumantes et des flammes sulfureuses. En 1508, le cartographe Johannes Ruych a publié une carte du monde sur laquelle figurait la montagne polaire et le tourbillon avec une inscription. Sous le pôle arctique se trouve un haut rocher magnétique de près de 250 km de circonférence. Une mer agitée entoure ce rocher, comme si l'eau était déversée d'un vase par une ouverture vers 4 bouches en contrebas. Plus tard, en 1595, Gerardus Mercator, le cartographe le plus connu de l'histoire, a publié sa Septentrionalium Terrarum Descriptio, qui représente en détail la montagne polaire et le tourbillon qui l'entoure, ainsi que l'inscription suivante, un gouffre monstrueux dans la mer vers lequel convergent et se rejoignent de tous côtés les flots de la mer venant de régions éloignées, comme s'ils y étaient amenés par un conduit se déversant dans les mystérieux abîmes de la nature. Ils y sont comme dévorés. Et, s'il arrive qu'un navire passe par là, il est ainsi entraîné par la violence si puissante des vagues que cette force affamée l'engloutit immédiatement pour ne plus jamais réapparaître. Une lettre de Mercator adressée à John Dee, conseiller de la reine Élisabeth Ier, fournit plus de détails. Au milieu des 4 pays se trouve un tourbillon dans lequel se déversent les 4 mers qui divisent le nord. L'eau s'y engouffre et descend dans la terre comme si on la versait à travers un entonnoir filtrant. Il y a une largeur de 4 degrés de chaque côté du pôle, soit 8 degrés en tout. Jusqu'au milieu du XVIIe siècle, la montagne polaire et le tourbillon qui l'entoure continuent d'apparaître dans la cartographie et la cosmographie. Ils figurent sur la carte de Linschoten de 1595, sur celle d'Ortelius de 1599, sur le Fasciculus Geographicus de Quod de 1608, sur la carte de Hondius de 1619
sur celle de Purchas de 1625 et dans la cosmographie de Heylin de 1659. Il écrit à leur sujet: Sous le pôle arctique se trouve, dit-on, un rocher noir d'une hauteur prodigieuse d'environ 33 lieues de circonférence. La terre attenante est déchirée par la mer en 4 grandes îles. En effet, l'océan se brisant violemment à travers ce rocher et se dégageant par 19 canaux, créés par 4 euripes, cours d'eau, ou tourbillons féroces, par lesquels les eaux sont finalement emportées vers le nord et celles-ci englouties dans les entrailles de la terre. L'Euripe, ou tourbillon formé par l'océan Cytique, a 5 entrées, et en raison de son passage étroit et de son cours violent, n'est jamais gelé. L'autre, au dos du Groenland, long de 37 lieues, a 3 entrées et reste gelé 3 mois par an. Un certain Scholler d'Oxford rapporte que ces 4 euripes sont emportés avec une telle violence par un tourbillon vers un gouffre, dans lequel ils sont finalement engloutis, qu'aucun navire n'est capable d'endiguer le courant avec un coup de vent très fort, et pourtant il n'y a jamais de vent aussi fort que pour faire tourner un moulin à vent. En résumé, l'explication moderne dominante selon laquelle les marées terrestres sont causées par la gravité de la Lune est manifestement incorrecte pour plusieurs raisons, notamment son pouvoir d'attraction insuffisant, la non-uniformité des marées et l'absence de marées sur toutes les étendues d'eau intérieure. La véritable cause pourrait être, comme l'a proposé Samuel Rowbotham, la douce fluctuation naturelle de la Terre sur les eaux de grande profondeur, mais cette explication simple ne suffit pas à expliquer la parfaite régularité des marées qui montent et descendent toutes les 6 heures. Pour expliquer cela, les anciens explorateurs et cartographes ont évoqué la possibilité beaucoup plus fascinante d'un puits mondial situé sous le pôle Nord, qui pousserait et tirerait toutes les eaux océaniques de la Terre à travers d'immenses cavernes souterraines. Il existe des preuves circonstancielles modernes qui accréditent fortement cette idée. Le plus grand tourbillon du monde connu du public s'appelle Saltstraumen, juste au nord du cercle polaire arctique en Norvège, où 400 millions de mètres cubes d'eau passent à travers un détroit de 3 km de long et de 150 mètres de large, à une vitesse de 10 mètres par seconde. Comme dans les légendes du Vergelmir, ce tourbillon nordique se produit exactement 4 fois par jour, toutes les 6 heures, au rythme des marées. En fait, la majorité des tourbillons naturels dans le monde, y compris les célèbres tourbillons de Naruto au Japon, se forment 4 fois par jour, toutes les 6 heures, et en même temps que les marées. Si les anciennes légendes sont vraies, cela pourrait également expliquer pourquoi des fortes restrictions de vol et de navigation existent au pôle Nord et pourquoi des explorateurs comme Rodney Clough ont été repoussés sous la menace d'une arme par des navires militaires russes lorsqu'ils ont tenté d'explorer la région polaire Nord de manière indépendante. Aujourd'hui, le puits mondial a pratiquement disparu des cartes et des esprits modernes, mais avec la marée montante de la vérité, il y aura certainement d'autres révélations. 28. Comment fonctionnent les volcans et les tremblements de terre sur une terre plane? On me demande souvent comment les tremblements de terre et les volcans fonctionnent sur une terre plane. La réponse courte est que si les tremblements de terre et les volcans fonctionnent sur une terre avec une courbure, ils fonctionnent exactement de la même manière sur une terre sans courbure. Aucune explication particulière n'est nécessaire pour ces phénomènes, car les théories qui existent pour expliquer leur apparition n'ont rien à voir avec la forme de la Terre. Cela dit, la théorie la plus répandue pour expliquer les tremblements de terre est plus logique sur une Terre plane que sur une Terre sphérique. La théorie de la tectonique des plaques veut que de grandes plaques terrestres adjacentes accumulent des frottements jusqu'à ce qu'un plan de faille glisse sous l'autre, provoquant un tremblement de terre. En théorie, ce phénomène pourrait se produire quelle que soit la forme de la Terre. Mais même les images et la terminologie employées par le grand public de la tectonique des plaques au plan de faille suggèrent toute la géologie d'une planète plane et non d'une boule sphérique. En ce qui concerne les volcans, le modèle du globe prétend que la lave qui entre en éruption et est éjectée par les volcans provient des profondeurs du centre magique du magma de leur terre. En réalité, l'opération de forage la plus longue et la plus profonde de l'histoire, le Kola Superdeep russe, après plus de 20 ans et la destruction de plusieurs foreuses, n'a réussi qu'à forer qu'à 12 km de profondeur, de sorte que tout le modèle de la Terre en boule, enseigné dans les écoles, qui montre une croûte, un manteau externe, un manteau interne, un noyau externe et un noyau interne où ce magma en fusion est censé reposer, n'est que pure spéculation puisque nous n'avons jamais pénétré au-delà de la croûte. Ce que nous savons,
C'est que la matière terrestre devient plus dense et plus pressurisée, et donc plus chaude, à mesure que l'on descend. À sa plus grande profondeur, soit un peu moins de 12 km, le trou de forage Kola Superdeep a enregistré une température fulgurante de 180 degrés Celsius. Au fur et à mesure que l'on descend, la température augmente constamment d'environ 0,5 degrés Celsius par 15 mètres, de sorte qu'après seulement 2,5 km de profondeur, la température est déjà celle de l'eau bouillante et qu'à 24 km de profondeur, toutes les roches seraient fondues et en fusion. Le professeur Silliman, dans l'American Journal of Science, écrit que, lors du forage des puits artésiens à Paris, la température a augmenté d'un demi-degré tous les 15 mètres de profondeur. Et si l'on raisonne à partir de causes connues, toute la partie intérieure de la Terre, ou du moins une grande partie, est un océan de roches fondues, agité par des vents violents. Les couches supérieures du sol participent à toutes les variations de température qui dépendent des saisons, et cette influence s'exerce jusqu'à une profondeur qui, bien que variant avec la latitude, n'est jamais très grande. Au-delà, la température s'élève proportionnellement à la profondeur, et il a été démontré par des expériences nombreuses et souvent répétées que l'augmentation de la température est en moyenne d'un demi-degré Celsius tous les 16 mètres 6 environ. Il en résulte qu'à une profondeur d'environ 19 km de la surface, nous nous trouverons au bord d'une masse incandescente. En d'autres termes, le magma en fusion ne prend pas naissance à plusieurs milliers de kilomètres sous nos pieds au cœur d'un globe, mais constitue plutôt une couche de notre planète qui commence à seulement entre 19 à 24 km de profondeur. Cette masse de matière et de gaz toxiques en fusion, en ébullition constante et en mouvement lent, trouve et crée des zones de moindre résistance qui se traduisent finalement par des tremblements de terre et des éruptions volcaniques. Les mouvements et les tensions provoquent des cisaillements, des plis et des failles qui, en se remettant violemment en place, sont appelés tremblements de terre, et les soupapes de décompression voisines qui crachent l'excès de magma et de gaz nocifs sont appelés volcans. C'est pourquoi les tremblements de terre et les volcans sont souvent actifs simultanément, et que la grande majorité des volcans du monde se trouvent le long des principales failles sismiques. En fait, la ceinture de feu du Pacifique abrite à elle seule 90% des tremblements de terre enregistrés dans le monde et 75% des volcans actifs. Le professeur Silliman poursuit. C'est un fait bien établi par les recherches scientifiques que tout l'intérieur de la Terre est une masse de feu et que ce que nous appelons la terre ferme n'est rien d'autre qu'une croûte ou une écorce dans laquelle cette masse de feu est enfermée. Il est certain que, sous l'action de ce feu, l'écorce terrestre est perforée en de nombreux endroits de larges conduits qui servent de cheminée à la fournaise interne. Parmi ces cheminées, on en a compté jusqu'à 700, dont 300 sont actuellement en activité, émettant non seulement de la fumée et de la vapeur, mais aussi par intervalles des masses de matière liquéfiée brûlante. Chaque volcan est une soupape de sécurité, prête à relâcher la pression intérieure lorsque celle-ci atteint un certain degré d'intensité, ou en servant en permanence à l'évacuation des conflagrations qui, si elles ne disposaient pas d'une telle échappatoire, pourraient mettre en pièces la croûte habitable. Samuel Robotham écrit « Les produits volatiles de ce feu interne étant éliminés de force, en s'accumulant et explosant occasionnellement, ont brisé les formations stratifiées et produit l'état de confusion irrégulière que nous observons aujourd'hui. D'où les tremblements de terre, les volcans et autres convulsions de la nature. Les produits de l'action volcanique nous permettent de déterminer le caractère du feu interne et les éléments impliqués dans la combustion. Certains de ces produits sont toxiques et rejetés en grande quantité par les cratères des différentes parties de la Terre. Ils sont dispersés par les vents et diffusés dans l'atmosphère, souvent dans des proportions telles qu'ils agissent comme des poisons mortels sur la vie animale et végétale. Il est donc certain, d'après les phénomènes liés aux tremblements de terre, aux volcans sous-marins et intérieurs, qui existent dans toutes les parties de la Terre, des régions gelées aux régions tropicales, aux sources chaudes et bouillantes, aux fontaines de boue et de vapeur, aux lacs de soufre brûlant et d'autres substances, aux jets et aux explosions de gaz combustibles et destructeurs, à l'étouffement et au marécage de nos mines de charbon, qu'à quelques kilomètres seulement sous la surface de la Terre, il existe une vaste région de combustion, un vaste gouffre de feu s'étendant dans toutes les directions sur des milliers de kilomètres. L'intensité et la puissance de l'action chimique et électrique qui se déroule dans cette fournaise souterraine presque illimitée sont tout à fait indescriptibles et ne peuvent être comparées à rien de ce qui est à la portée de l'expérience humaine.
29. Comment Ushuaïa peut-elle bénéficier de 19 heures de lumière du jour sur une Terre plane? En décembre de chaque année, Ushuaïa, en Argentine, la ville la plus méridionale du monde, située juste en dessous du 54e degré de latitude sud, bénéficie de plus de 17 heures de lumière du jour avec un maximum de 17 heures et 20 minutes au moment du solstice d'hiver. Les globistes prétendent souvent que cela serait impossible sur une Terre plane, arguant qu'un soleil local, tournant et éclairé par des projecteurs ne devrait pas être en mesure d'illuminer un endroit aussi méridional pendant si longtemps. Tout d'abord, l'allongement des heures de clarté dans les latitudes méridionales au cours du mois de décembre est exactement ce que prévoit le modèle de la Terre plane, puisque le solstice d'hiver correspond précisément au moment où le Soleil effectue son circuit extérieur le plus méridional le long du tropique du Capricorne. Ushuaïa s'enorgueillit également d'avoir le jour le plus court du monde chaque année au solstice d'été, ce qui là encore est exactement conforme au modèle de la Terre plane, puisque le solstice d'été a eu précisément lorsque le Soleil parcourt son circuit intérieur le plus septentrional le long du tropique du Cancer. Les défenseurs du globe concèdent souvent ce point, mais insistent sur le fait qu'un Soleil local, tournant, faisant son tour le plus rapide à l'extérieur, ne devrait toujours pas être capable d'éclairer un endroit aussi méridional aussi longtemps. Arguant que pour suivre le modèle d'éclairage annuel affiché par timeanddate.com, la forme réelle de la zone éclairée devrait changer tout au long de l'année, augmentant au fur et à mesure que le Soleil se déplace vers le sud. Ce phénomène est également pris en compte dans le modèle védique de la Terre plane, selon lequel le Soleil, au cours de son voyage annuel en spirale d'un tropique à un autre, augmente régulièrement son altitude et sa vitesse pendant 6 mois jusqu'à atteindre son apogée méridional au moment du solstice d'hiver, puis diminue régulièrement son altitude et sa vitesse pendant les 6 mois suivants jusqu'à atteindre son creux septentrional au moment du solstice d'été. Des expériences modernes avec des sextants sont nécessaires pour confirmer ou infirmer cette affirmation. Mais si elle est vraie, cela explique pourquoi le Soleil est capable d'éclairer des endroits méridionaux pendant si longtemps. De même, en plaçant un dôme de verre sur une carte standard de la Terre plane et en l'éclairant avec une petite lampe de poche à différentes hauteurs, la forme réelle du schéma d'éclairage se déplace et change précisément de la manière indiquée par l'affichage graphique annuel de timeanddate.com. Lorsque la lampe de poche éclaire la partie intérieure nord de la carte, la zone éclairée prend la forme d'un spot standard. Mais lorsque la lampe de poche se déplace vers l'extérieur en éclairant la partie sud de la carte, la zone éclairée prend de plus en plus la forme d'un croissant, ce qui permet de bénéficier de périodes de lumière du jour beaucoup plus longues pendant cette période. Par conséquent, si notre planète Terre est en fait recouverte d'un firmament cristallin et translucide, comme le prétendent de nombreuses cultures anciennes, alors ce cycle d'éclairage est tout à fait possible et parfaitement logique. En outre, les recherches menées sur l'ionisation des gaz inertes dans la haute atmosphère ouvrent notre voie de compréhension de la manière dont la lumière se propage probablement dans notre monde. À l'approche du Soleil, un champ électromagnétique est appliqué à un volume de gaz, générant des électrons hautement chargés qui entrent en collision et provoquent des réactions chimiques à l'origine des différentes lumières colorées observées lors des levées de soleil. Les gaz présents dans la haute atmosphère, tels que l'hydrogène, l'hélium, le néon, l'azote et l'argon, génèrent tous ces champs électromagnétiques lorsqu'ils sont ionisés, produisant ainsi des lumières de différentes couleurs. L'argon, par exemple, génère généralement une lumière bleue ou violette, le néon une lumière rouge et orange, tandis que l'hélium génère une lumière plus blanche et jaune. Leurs combinaisons spécifiques, lorsqu'elles sont excitées par le Soleil en tant que catalyseur, sont probablement à l'origine des nombreuses couleurs observées dans le ciel. Si cette théorie est vraie, alors la lumière du Soleil et la lumière du jour sont deux choses différentes mais liées, la première étant la cause de la seconde et permettant à la lumière du jour de s'étendre beaucoup plus loin et beaucoup plus longtemps que la simple lumière directe du Soleil. En ce qui concerne la question d'Ushuaïa, si la lumière du jour s'étend plus loin que la lumière directe du Soleil, dans la mesure où les gaz ionisés de l'ionosphère peuvent éclairer, cela corrobore le phénomène de l'allongement de la durée du jour dans les régions où la concentration de ces éléments est la plus élevée. Si la Terre est recouverte d'un firmament en forme de dôme dont le sommet est situé au-dessus du pôle Nord, cela signifie que plus on se déplace vers le sud, plus la hauteur du dôme est faible, et donc plus les gaz présents dans la haute atmosphère sont comprimés et étalés, ce qui, une fois de plus, équivaut et explique l'allongement de la durée du jour dans le sud.
30. Qu'y a-t-il au-dessus, en dessous et au-delà de la Terre plane? 3 questions connexes fréquemment posées par les personnes qui découvrent ce sujet pour la première fois et qui ont toutes des réponses similaires sont les suivantes. Qu'y a-t-il au-dessus, en dessous et à l'extérieur de la Terre plane? La réponse la plus courte et la plus honnête est qu'en fin de compte, nous ne savons pas ce qu'il y a au-dessus, en dessous et au-delà de la Terre. En réalité, les croyants du globe eux-mêmes ne savent pas plus ce qui existe dans les profondeurs de la Terre qu'ils ne savent ce qui existe dans les profondeurs de leur espace vide, infini. Mais leurs prêtres héliocentriques leur donnent des réponses définitives sur les deux sous la forme d'histoires et d'images de synthèse. L'un des leurs, Richard Feynman, a pourtant déclaré avec éloquence: « Je préfère avoir des questions auxquelles on ne peut pas répondre plutôt que des réponses qu'on ne peut pas remettre en question. » Le modèle du globe prétend que la Terre est divisée en plusieurs couches, à commencer par un noyau interne de fer et de nickel de 1280 km d'épaisseur, entouré d'un noyau externe de magma métallique en fusion de 2250 km de large, entouré de 2900 km de manteaux riches en magnésium, et surmonté d'une croûte de basalte et de granit de 16 à 32 km de long. Tout cela est enseigné comme un fait dans les manuels scolaires et les classes de géologie du monde entier. Pourtant, la seule preuve apportée est que les experts prétendent avoir fait ces déterminations très spécifiques en lisant les ondes sismiques pendant les tremblements de terre. En ce qui concerne les preuves physiques et démontrables, l'opération de forage la plus profonde de l'histoire, le forage russe Kola Superdeep, a nécessité près de 2 décennies et d'innombrables forêts cassées pour réussir à atteindre une profondeur de moins de 13 km, sans même percer la croûte terrestre. Par conséquent, en réalité, ni les défenseurs du globe, ni les adeptes de la Terre plane ne savent vraiment ce qui existe sous les 13 km que nous avons percés. En ce qui concerne ce qui existe au-dessus et au-delà, le modèle du globe répond aux deux en affirmant que des milliards d'étoiles qu'aucun scientifique, astronome ou astronaute n'ait voyagé vers l'une d'entre elles. Pour confirmer ces affirmations, l'ensemble de l'histoire est enseigné et considéré comme parole d'évangile. En ce qui concerne les questions terrestres telles que la forme de la Terre, il existe des centaines d'expériences empiriques, démontrables et reproductibles qui prouvent sans l'ombre d'un doute que la Terre est un plan horizontal stationnaire, mais lorsqu'il s'agit de questions célestes telles que les astres au-dessus de nous, ceux-ci sont physiquement inaccessibles à l'expérimentation, de sorte que toutes les conclusions à leur sujet sont simplement basées sur des déductions et des spéculations. Il est toutefois possible de les observer dans les moindres détails avec un zoom inférieur à 100 fois, ce qui suggère qu'ils sont probablement beaucoup plus proches qu'on le pense. Quant à la question de savoir ce qui existe en dehors de la Terre plane, le public n'est pas largement autorisé à le découvrir en raison du traité de l'Antarctique, signé par toutes les grandes puissances mondiales et empêchant toute exploration indépendante au-delà du 60e degré de latitude sud. Des explorateurs comme Jarl Andoy ont tenté à plusieurs reprises de naviguer de manière indépendante vers l'Antarctique et de l'explorer, mais ils ont été capturés par des navires de patrouille, condamnés à des amendes et emprisonnés. Par conséquent, tout comme pour les réponses à ce qui existe au-dessus et en dessous, la réponse à ce qui existe au-delà de la Terre plane est inconnue. Certains sceptiques suggèrent qu'il y aurait une limite à un certain point. De nombreuses cultures anciennes et des textes suggèrent qu'il existe une barrière sous la forme d'un firmament en forme de dôme, tandis que d'autres cartes et théories spéculent sur d'autres terres extérieures au-delà de l'Antarctique, ou même un plan infini. Plutôt que de se contenter de croire en de telles théories, les véritables partisans de la Terre plane acceptent que ces réponses soient actuellement hors de notre portée et continuent de plaider pour une exploration indépendante et complète de notre monde, car c'est la seule façon de confirmer véritablement la vérité. 31. Comment avez-vous personnellement appris l'existence de la Terre plane? Tous les enfants supposent et croient naturellement que nous vivons sur une Terre plane et stationnaire, avec le Soleil, la Lune et les étoiles tournant au-dessus et autour de nous, parce que c'est ce que nous vivons tous les jours de notre vie. Avant l'endoctrinement héliocentrique, aucun enfant n'aurait jamais supposé ou cru qu'il vivait sur un sphéroïde aplati qui basculait, vacillait et tournait à des vitesses incroyables dans l'espace vide infini, car rien de tout cela n'est présent dans notre expérience vécue. Ce n'est qu'après un endoctrinement approfondi par les médias grand public et l'éducation gouvernementale
que les enfants commencent lentement à abandonner leur expérience naturelle et quotidienne du monde pour adopter le nouveau modèle imaginatif prôné par leurs enseignants et leur télévision. Je me souviens du moment où nous avons commencé à étudier le système solaire à l'école primaire et où l'on nous a appris que la Terre était une boule bleue géante, flottant dans l'espace et tournant autour du Soleil. Ce concept me paraissait ridicule alors que j'étais assis, immobile sur ma chaise, et que l'on m'expliquait que le sol sous mes pieds penchait en réalité, vacillait, tournait et gravitait à des milliers de kilomètres à l'heure dans différentes directions. Je pouvais voir l'horizon plat par la fenêtre, à la plage, et depuis le sommet des montagnes qui ne s'incurvaient manifestement jamais vers le bas. Pourtant, on me disait que la Terre était une boule et que si je creusais un trou suffisamment profond, j'émergerais en Chine et trouverais plus de ciel en dessous de moi. Lorsque le professeur a ensuite insisté sur le fait que tout le monde en Australie vivait en fait à l'envers par rapport aux habitants de l'hémisphère nord, je me souviens avoir levé la main confus et demandé « Pourquoi les habitants de l'hémisphère sud ne tombent-ils pas de la boule ?» Mon professeur s'est empressé de répondre en un seul mot à toutes les questions cruciales du modèle héliocentrique. La gravité, une force invisible, suffisamment puissante pour maintenir les océans, les bâtiments et les habitants de la planète collés à un ballon en rotation rapide, tout en étant suffisamment faible pour permettre aux oiseaux, aux insectes, à la fumée, à la vapeur et aux ballons gonflés à l'hélium de se soustraire complètement à son emprise. Enfant, je n'avais ni le vocabulaire, ni la confiance, ni l'éducation, ni l'expérience nécessaire pour contester les affirmations de mes professeurs et de mes manuels. Mais mon cerveau dérouté n'a jamais totalement adhéré au modèle enseigné et j'ai toujours gardé à l'esprit que la Terre n'était pas ce qu'on en disait. Pendant mes études, j'ai écrit mon premier livre, Asbestos Head, dans lequel je décrivais plusieurs problèmes liés à la cosmologie du Big Bang et j'ai choisi de manière synchronisée la peinture de Flammarion représentant la Terre plane pour la couverture du livre. Après avoir obtenu mon diplôme, j'ai commencé à étudier les conspirations en profondeur et j'ai régulièrement cherché sur Internet des informations sur le géocentrisme et la Terre plane. Les premiers liens qui apparaissaient étaient toujours ceux de la Flat Earth Society, qui faisait des affirmations ridicules comme celle selon laquelle la Terre est un disque plat qui s'élève constamment dans l'espace à la vitesse de 9,81 mètres par seconde au carré pour expliquer les effets de la soi-disant gravité. Cette affirmation, ainsi que d'autres affirmations fallacieuses figurant sur leur site web, m'ont en fait dissuadé de faire des recherches sur la Terre plane pendant un certain temps. J'ai cependant poursuivi mes recherches et j'ai constaté que de nombreux livres avaient été écrits sur la Terre plane au XIXe siècle. Les 2 premiers volumes que j'ai lus sur le sujet étaient Zetetic Astronomy, Earth Not a Globe du Dr Samuel Robotham et 100 Proofs Earth is Not a Globe de William Carpenter. Ces livres étaient remplis d'informations et de preuves factuelles, rien à voir avec les théories farfelues et satiriques de la Flat Earth Society et de son site web truffé de théories absurdes. Par exemple, ces spécialistes de la Terre plane du XIXe siècle affirmaient que la Terre était immobile et que la gravité n'existait pas du tout, en citant de nombreuses preuves pour chacun d'entre eux, contrairement à la Flat Earth Society moderne qui affirme sans aucune preuve que la gravité n'existe et que la Terre plane est un disque qui s'élève verticalement dans l'espace pour l'éternité. En 2008, j'ai terminé la rédaction et publié mon livre suivant, The Atlantean Conspiracy, qui comprenait un chapitre complet sur le géocentrisme et quelques citations d'adeptes de la Terre plane dénonçant les prétendus alunissage de la NASA. À ce stade, j'étais convaincue de la géocentricité et je penchais fortement pour la cosmologie de la Terre plane. Alex Jones était la plus grande voix de la communauté conspirationniste à l'époque et dans l'espoir d'attirer l'attention sur ce sujet très important, j'ai envoyé à InfoWars le livre du Dr Robotham, Earth Not a Globe, ainsi que mon livre The Atlantean Conspiracy, la conspiration atlante. Leur producteur, Rob Dew, m'a répondu par message qu'il soumettrait la question à Alex et je n'ai plus jamais entendu parler de l'un ou l'autre. Cependant, plusieurs semaines plus tard, il est apparu clairement qu'Alex avait reçu le message, car il a déclaré, en riant à l'antenne, « J'ai en fait été contacté par un des partisans de la Terre plane qui disent que je dissimule le fait qu'il s'agit d'une conspiration atlante, ce qui est le nom de mon livre et de mon site web. » Au cours des années qui ont suivi, j'ai continué à faire des recherches et à fouiller les confins de l'Internet pour trouver du contenu et j'ai finalement trouvé et compilé une vaste collection de 2 livres, conférences, brochures et articles de journaux exposant la Terre plane.
J'ai depuis transformé la plupart de ces documents en PDF téléchargeables gratuitement et ou en livres audio qui sont disponibles sur ma chaîne YouTube et sur ericdubé.com. Il s'avère qu'il y a une véritable renaissance de la Terre plane au tournant du 19e siècle, avec de nombreux livres incroyables écrits sur le sujet qui ont failli être enterrés et perdus dans l'histoire. Voici une liste partielle de ces livres et auteurs anciens que vous pouvez tous trouver sur mon site personnel et sur notre forum IFERS. Zetetic Astronomy, Earth Not a Globe par Samuel Robotham, 100 Proofs Earth is Not a Globe par William Carpenter, Zetetic Cosmogeny par Thomas Winship, Terra Firma par David Wadler Scott, Kings Dethroned par Gerard Hickson, Heaven and Earth par Gabriel Henriette, L'illumination du monde par John Abizaïd, Le globe mer-terre et ses monstrueux mouvements hypothétiques par Albert Smith, Le plan terrestre par Frédéric Cook, La Terre est-elle un globe tourbillonnant dans l'espace par Carl Smith, Cartes et compas, sextant et cadran solaire, latitude et longitude, fil à plomb et pendule, globe ou plan, par la London Zetetic Society. La Terre tourne-t-elle? Non, de William Edgell. The Shape of the World de A.E. Skellam. The Shape of the Earth d'Arthur White. The Earth a Plane de John Kinlan. 20 Reasons Against Newtonianism d'Ebenezer Bridge. 20 Proof Earth is not an expanded plane d'Ebenezer Bridge. 50 Scientific Facts for the Downfall of Modern Astronomy d'Ebenezer Bridge. Et The Dauntless Astronomy d'Ebenezer Bridge. Après avoir lu ces livres, il m'est apparu évident, sans l'ombre d'un doute, que la Terre était bien un plan horizontal immobile et non une boule oscillante et en rotation. Comme vous pouvez l'imaginer, même avec toutes les autres conspirations que j'avais recherchées et dénoncées, cette révélation particulière m'a complètement sidérée, car il s'agit littéralement de la plus grande et la plus fondamentale tromperie concevable qui a réussi à duper la quasi-totalité de l'humanité pendant des siècles. Immédiatement, j'ai ressenti un poids incroyable et invisible sur mes épaules pour trouver un moyen d'exposer ce mensonge au monde. J'ai commencé à planifier ce qui serait ma diffusion massive de matériel sur la Terre plane, sur Internet en novembre 2014. Craignant pour ma vie, j'ai écrit tout mon livre The Flat Earth Conspiracy en secret, ainsi que mon documentaire The Flat Earth Conspiracy, ainsi que plusieurs autres vidéos plus anciennes. J'ai programmé de nombreuses interviews radio avec l'intention de diffuser en masse les informations sur la Terre plane que j'avais créée et compilée au cours des dernières années, en une seule fois, de sorte que si quelque chose devait m'arriver, au moins j'aurais fait un grand coup d'éclat et diffusé mes informations. J'ai reçu plusieurs menaces de mort que j'ai publiées sur mon blog, mais jusqu'à présent, elles n'ont rien donné. Depuis 2014, j'ai relancé la Société internationale de recherche sur la Terre plane, réalisé des centaines de vidéos sur la Terre plane, donné des dizaines d'interviews, écrit 3 autres livres sur la Terre plane, sorti 3 albums de musique sur la Terre plane et raconté un film sur la Terre plane, Level, the Movie. Tous disponibles gratuitement pour aider à répandre cette vérité très importante. Pendant ce temps, j'ai eu plus de 40 vidéos et 3 chaînes YouTube interdites, 3 comptes Facebook interdits. J'ai été bannie de LinkedIn, ma musique a été interdite sur CD Baby, Bandcamp et TuneCore. Mon premier album a été interdit sur tous les services de streaming. J'ai été interdit sur YouTube, Reddit, VK, les forums IC, Prison Planet et Above Top Secret. Et l'ensemble de mon site web, de mon blog et de mon Universe ont été piratés et supprimés. Heureusement, ils ne peuvent pas faire taire quelqu'un qui refuse d'abandonner et qui revient toujours, et j'ai juré de ne jamais cesser mon activisme jusqu'à ce que le nouvel ordre mondial meure ou que je meure. Si vous ne l'avez pas encore fait, suivez les liens sur mon site web vers tous les livres et autres médias que j'ai mentionnés. Si tout le monde prenait le temps de lire ces vieux livres, l'humanité se réveillerait de cette tromperie du jour au lendemain. Il est scandaleux qu'aucun de ces livres ne soit lu ou même mentionné dans les écoles. Au lieu de cela, les enfants sont gavés du modèle du globe héliocentrique avec l'assurance totale que seuls nos anciens ancêtres ignorants étaient assez stupides pour croire que la Terre était un plan stationnaire, alors qu'en fait c'est exactement le contraire qui est vrai, et que seul l'homme moderne manipulé pourrait être aussi stupide. 32. Pourquoi la Terre plane est-elle importante ? Il y a une question fréquemment posée sur la Terre plane qui est plus rhétorique que curieuse, plus un mécanisme de défense qu'une véritable interrogation, et qui tend à être le dernier point de discussion autorisé par les défenseurs obstinés du globe avant de refuser complètement de s'engager plus avant dans le sujet. Quelle que soit la réponse que vous fournirez, quelle que soit la clarté et la force de votre argumentation,
Après avoir posé cette question, ils lèveront presque toujours les bras au ciel et affirmeront que la recherche de la vérité est futile. Cette dernière question sur la Terre plane est formulée de plusieurs façons. Et si la Terre était plane, pourquoi la Terre plane est-elle importante ? Pourquoi la forme de la Terre a-t-elle une importance ? Quelle différence cela fait-il dans ma vie ? Et ma réponse préférée, je dois quand même me lever et aller travailler le matin, alors pourquoi devrais-je m'en soucier ? Lorsqu'un défenseur de la Terre arrive à ce point, il s'agit en fait d'une capitulation en règle sous pavillon blanc, qui consiste à admettre que tout ce qui n'est pas gagné à la loterie est sans importance pour lui, parce que c'est littéralement la seule chose qui puisse répondre à un prérequis aussi ridicule. Si la révélation de la Terre plane ne les rend pas millionnaires du jour au lendemain, ils ne veulent pas en entendre parler. Imaginez que vos amis ou votre famille disent la même chose à propos de n'importe quel autre sujet que vous essayez d'aborder avec eux. Supposons par exemple que votre conjoint vous ait trompé et que lorsque vous essayez d'en parler à votre meilleur ami, celui-ci vous réponde « Que l'on t'ait menti ou non, je dois quand même aller me lever et aller travailler le matin, donc cela ne m'intéresse pas. » Il est absolument impoli et complètement ridicule d'exiger de quelqu'un qu'il vous libère de votre besoin d'emploi pour mériter une discussion. Dans ce cas, pourquoi la forme de la Terre a-t-elle de l'importance ? Pourquoi se soucierait-on de savoir si la Terre est un plan horizontal immobile ou une boule spatiale qui bascule, oscille et tourne sur elle-même ? Tout d'abord, ce qui est d'une importance cruciale, c'est le mensonge et non la forme. Le mensonge de l'héliocentrisme est l'un des mensonges les plus insidieux que l'on puisse imaginer, car il déracine le bon sens et l'expérience vécue des gens et les remplace par des théories et des explications non prouvées émanant de prétendus experts. Lorsque les enfants sont endoctrinés dès leur plus jeune âge pour qu'ils abandonnent l'évidence de leur sens en faveur de ce modèle de globe absurde, un schisme se produit dans leur psyché, où ils ne sont plus capables de faire confiance à leur propre sens et expérience, et doivent au contraire se fier à des informations totalement contraires présentées par des figures d'autorité perçues comme telles. Il est incroyablement trompeur et déresponsabilisant pour l'individu d'enseigner une cosmologie aussi singulièrement fausse. Et le résultat est que l'humanité est devenue exactement comme les esclaves dans l'allégorie de la caverne de Platon. Une fois qu'un enfant est convaincu qu'il ne peut pas se fier à l'évidence de ses sens, il est à jamais enchaîné à l'intérieur de la caverne de Platon. Incapable de voir le monde extérieur tel qu'il est, l'enfant est condamné à regarder les ombres projetées sur le mur par les marionnettes de Platon. L'enseignement de cette fausse cosmologie nihiliste et matérialiste comme vérité absolue est psychologiquement traumatisante et spirituellement dévastateur, ce qui fait perdre aux croyants la foi en quoi que ce soit au-delà du monde matériel. Il en résulte un culte du scientisme, véritable nouvelle religion mondiale avec une histoire de la création et de la destruction, des prophètes et des prophéties, mais sans but ni pouvoir supérieur. Les soi-disant scientifiques sont devenus la nouvelle classe sacerdotale, avec une éducation et des explications censées être si avancées que nous, néophytes, n'avons d'autre choix que de les croire aveuglément. Cela devient alors un terrain fertile pour d'autres tromperies, car les personnes déracinées de leur vraie fondation et à qui l'on donne de faux repères peuvent être conduites n'importe où. Alors, pourquoi la forme de la Terre a-t-elle de l'importance ? Encore une fois, ce n'est pas la forme qui compte, c'est le mensonge. Le fait que l'humanité ait été complètement trompée pendant près de 5 siècles sur un sujet aussi fondamental que l'endroit où nous vivons et d'où nous venons fait du modèle du globe héliocentrique le canular le plus grand et le plus réussi de l'histoire de l'humanité. Tromper la quasi-totalité de l'humanité pendant plusieurs générations en privant les gens de leur bon sens et en les remplaçant par des mensonges soigneusement élaborés est évidemment une question de grande importance. C'est l'une des choses les plus dévastatrices sur le plan psychologique que l'on puisse perpétrer sur un individu. Et la découvrir devrait être l'une des révélations les plus marquantes de toute une vie. Par conséquent, lorsque quelqu'un pose la question absurde de savoir quelle différence cela fait, il s'agit déjà d'une preuve de distorsion psychologique extrême. Si connaître la vérité n'a pas d'importance pour votre vie, qu'est-ce que cela dit de votre vie ? La Terre plane est une épiphanie qui transforme de nombreuses personnes en ajoutant une dimension spirituelle à leur vie, en affirmant leur bon sens, en développant leur esprit critique, en remédiant à leur apathie existentielle, en apaisant de nombreuses peurs inventées et en ravivant leur esprit de découverte et d'aventure. Ainsi, la révélation de la Terre plane est une aide holistique et une véritable transformation pour de nombreuses personnes à un niveau individuel. Plus important encore,
Cependant, si l'humanité parvient à exposer pleinement ce mensonge flagrant et à mettre les menteurs hors d'état de nuire, l'effet d'entraînement bénéfique qu'il aura sur l'ensemble de la société sera massif. Lorsque la Terre, boule spatiale en rotation, sera enfin révélée au monde entier comme la tromperie qu'elle a été pendant 500 ans, l'humanité sera soudain confrontée à la réalité que tous les gouvernements, toutes les agences spatiales, les universités, les organisations religieuses, les médias traditionnels et alternatifs ont tous fait preuve de duplicité en soutenant une monstrueuse manipulation visant à escroquer et à contrôler les masses. Une fois que ces vérités fondamentales sont exposées, les politiciens, porte-parole, journalistes et enseignants menteurs passent soudain du statut de voix d'autorité acclamée à celui de personnes ridiculisées, évitées et dénoncées comme elles le méritent. Une fois que ces faits fondamentaux sont connus, les gouvernements, les universités, les médias et les autres organisations enchevêtrées qui ont longtemps travaillé dur pour tisser ce mythe héliocentrique multigénérationnel perdent soudainement et complètement toute crédibilité. L'exode mental massif qui en résultera, loin du système de contrôle, est exactement ce qu'il faut. De plus, une fois que notre véritable cosmologie sera révélée, la vérité de ces quelques familles d'élites et sociétés secrètes qui nous ont caché cette réalité essentielle pendant des centaines d'années le sera également. Essentiellement, une fois que la conspiration de la Terre plane est révélée, toutes les autres conspirations importantes le sont aussi par procuration, parce que cette soi-disant mère de toutes les conspirations contient sous son parapluie tant de faits fondamentaux et fondateurs qu'elle révèle entièrement. En ce sens, la Terre plane est comme le talon d'Achille du nouvel ordre mondial. Ce sujet, supposé être la plus farfelue de toutes les théories du complot, moqué et ridiculisé pendant des siècles, comme étant une vision du monde ignorante et non scientifique, est en fait l'un des faits de la réalité les plus facilement démontrables et les plus empiriquement prouvés. Lorsque l'humanité s'éveillera enfin à la vérité de notre Terre plane, ce sera le début d'un véritable nouvel âge des Lumières, une renaissance du bon sens et une occasion d'exposer et d'expulser enfin, pour toujours, ces trompeurs parmi nous.